Smart Bourse vous est présenté par Tikeo Capital. Bienvenue dans Smart Bourse, on est ensemble comme chaque jour à 17h pour décrypter les mouvements de la planète marché, deuxième édition, 12h30, 13h à la mi-journée, vous le savez, et le soir la grande édition pendant une heure en direct à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, c'est à nouveau une journée qui se termine, une journée pour l'histoire avec des mouvements encore spectaculaires sur les marchés obligataires, notamment après l'intervention de la Banque d'Angleterre à la mi-journée pour ramener un petit peu de calme sur le marché obligataire britannique. La BOE qui invoque évidemment des raisons de stabilité financière pour justifier cette intervention. Une intervention qui se fera sans limite de taille, avec une limite dans le temps théorique fixée jusqu'au 14 octobre pour l'instant. L'intervention de la Banque d'Angleterre pour des raisons de stabilité financière a eu évidemment un impact massif sur l'obligataire britannique et l'obligataire en général en Europe et aux États-Unis, avec des mouvements délirants, historiques sur la dette à 30 ans britannique par exemple. On a vu un mouvement de 100 points de base en quelques heures avec un 30 ans britannique qui est passé d'un peu plus de 5% à moins de 4%. Une dette à 30 ans d'un pays du G7 qui connaît des mouvements donc historiques aujourd'hui. Et puis derrière la raison invoquée de la stabilité financière, il faut comprendre qu'il faut sauver les retraites des Britanniques, avec des centaines de fonds de pension britanniques qui doivent faire face aujourd'hui à des appels de marge délirants, voire intenables, depuis le krach obligataire qui s'est encore intensifié avec la présentation du mini-budget de vendredi dernier. Situation donc quand même très très tendue. Si la Banque d'Angleterre réussit à résoudre une partie du problème, on voit que quand même du côté du change du sterling, il n'y a pour l'instant qu'un seul sens, qui est celui de la baisse, toujours, quel que soit le mouvement sur les taux d'intérêt britanniques, ce qui montre bien quand même que la crise de défiance est bien installée vis-à-vis de la stratégie budgétaire britannique. On parlera donc de cette crise d'échange, appelons-le comme ça désormais, avec des mouvements spectaculaires sur les grandes devises majeures. On a des baisses de 15 à 25% pour des devises majeures du G7 ou pour la devise chinoise également, ne l'oublions pas, face au dollar au terme de ce troisième trimestre 2022. Comment est-ce que la situation peut évoluer à ce stade? Quel type d'intervention, de réaction peut-on attendre de la part des autorités monétaires face à la force du dollar qui écrase tout sur son passage? Question qu'on posera à nos invités dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nous reviendrons sur un des enjeux clés de l'ESG aujourd'hui. Le S de ESG, c'est un moment peut-être clé pour l'aspect social, le déterminant social dans les facteurs extra-financiers. Nous en parlerons avec une spécialiste de l'impact, Marie Demuison, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45, directrice de l'impact chez Atlas Responsible Investors. Les infos clés de cette séance à Paris et sur les marchés européens avec vous, Alix Nguyen, une séance qui a été une séance en dents de scie avec beaucoup de volatilité sur les marchés. Oui, si le CAC apparaît stable désormais, l'effet d'annonce escompté par la Banque d'Angleterre semble s'être évaporé. L'institution nous apprenait en effet ce matin son soutien au marché obligataire via l'achat à venir et de façon illimitée des obligations d'État, avec un focus sur les maturités les plus longues. L'objectif de l'institution étant en effet de tenter de ramener le calme sur un marché obligataire en déroute depuis l'annonce du plan massif de réduction d'impôts annoncé par le gouvernement britannique. Pour rappel, le taux à 10 ans au Royaume-Uni a bondi de 110 points de base en 5 jours pour atteindre 4,55%, son plus haut depuis 2008. Et puis on notera que le sterling, lui, ne connaît toujours qu'un seul sens, c'est la baisse après la présentation du mini-budget britannique vendredi dernier. Oui, il suit les critiques à l'encontre du projet de réduction d'impôts, des critiques dont celle du FMI et de l'agence de notation Moody's. Le Fonds monétaire international estime pour sa part que le paquet de réduction d'impôts non ciblé, mais aussi d'autres mesures du programme, sont susceptibles d'augmenter les inégalités au Royaume-Uni.
Et puis dans le reste de l'actualité, les soupçons de sabotage sur les gazoducs Nord Stream contribuent à renforcer encore la crise énergétique en Europe. Après 3 fuites ayant endommagé les gazoducs Nord Stream 1 et 2, l'Europe dénonce des actes délibérés et met en garde contre les attaques ciblant ses infrastructures énergétiques. À Rotterdam, les contrats futurs sur le gaz européen bondissaient de 14% cet après-midi, au lendemain d'une hausse de 17%. Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain à 10 ans se maintient juste en dessous du seuil des 4%, seuil franchi ce matin pour la première fois depuis 2010, alors que les responsables de la Fed se montre favorable à une poursuite soutenue du cycle de resserrement. Et puis sur le marché américain, justement, la baisse d'Apple pèse sur les indices à Wall Street cet après-midi. Oui, à la suite d'informations de Bloomberg selon lesquelles le groupe renonce à augmenter la production du dernier iPhone du fait d'une demande insuffisante. À Paris, ST Microelectronics, fournisseur d'Apple, dégringole. Autre mouvement important à New York, Biogen décollé de plus de 50% cet après-midi. Les laboratoires américains Biogen et Eisai ont annoncé des résultats prometteurs pour leurs traitements expérimentaux contre la maladie d'Alzheimer. Enfin, du côté des entreprises françaises, Total Energy a dévoilé des éléments stratégiques et parmi ceux-là, le versement d'un dividende spécial de 1 € à ses actionnaires. Oui, décision annoncée lors de la réunion investisseurs du groupe aujourd'hui à New York. Patrick Pouyanné a évoqué une santé financière en 2022 exceptionnelle et d'ajouter que le groupe aura un taux d'endettement de 0, autrement dit, plus aucune dette. Tendance, mon ami, 2 fois par jour à 12h30 et 17h, les infos clés de marché avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Sophie Chauvelier est avec nous ce soir, gérante allocataire chez Dorval Asset Management. Bonsoir Sophie. Bonsoir Grégoire. Merci d'être avec nous. Bonsoir à Pierre-Alexis Dumont, qui est à nos côtés également, directeur de la gestion actions et convertibles de Groupama Asset Management. Bonsoir Grégoire. Et Christian Parizeau, économiste et président d'Altair Economics. Bonsoir Christian. Bonsoir. Merci d'être là. Il fallait sauver les retraites des Britanniques. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut comprendre notamment l'objectif poursuivi par la Banque d'Angleterre avec une intervention évidemment qui n'est pas passée inaperçue aujourd'hui sur le marché des obligations britanniques de long terme? Je dirais qu'il faut surtout casser un cercle vicieux qui est en train de se mettre en place sur les marchés à travers cette crise qu'on voit au Royaume-Uni. Pour faire simple, ça s'auto-entretient. D'une part, on a un problème de dépenses publiques, finalement de dérive des finances publiques et donc de crainte à terme de non-paiement, de non-remboursement. Donc on a une vraie défiance vis-à-vis de la dette anglaise suite aux annonces de dépenses importantes. Donc du coup, ça fait remonter les taux d'intérêt, ça fait chuter la livre. Et donc là, clairement, on dit on fait beaucoup de dépenses, mais en vue finalement de soutenir l'activité. Donc derrière, on se dit, ça va forcer la Banque centrale anglaise à remonter ses taux. Si elle remonte ses taux, naturellement, ça fait encore plus remonter les taux d'intérêt. Et donc, si les taux d'intérêt remontent, il y a encore plus de chances que l'État fasse défaut sur sa dette. Donc, quand on a une défiance comme ça, le premier raisonnement que l'on dit, il faut un prêteur en dernier ressort. C'est le seul moyen de rassurer les investisseurs, de leur dire, même si ça se passe mal, vous inquiétez pas, il ne va pas y avoir un défaut du Royaume-Uni. Et le seul moyen, c'est la Banque centrale. Le gros problème aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus dans la situation il y a quelques mois. Parce qu'il y a quelques mois, la BCE achetait, la BOE achetait, c'était pas gênant, on n'avait pas d'inflation, on n'avait pas du tout de problème de surliquidité, et donc on se disait finalement, ils peuvent intervenir massivement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils ont bien fait, ils ont dit voilà, on va venir, et on va acheter autant que nécessaire pour calmer les taux d'intérêt. Et ça, c'est quand même pour limiter un petit peu cette défiance. Le seul problème, c'est qu'en faisant ça, ils contredisent complètement leur objectif de réguler l'inflation, d'éviter une flambée de l'inflation. Donc aujourd'hui, c'est crédible peut-être sur le marché obligataire, mais ça l'est beaucoup moins par rapport à l'économie anglaise. Vous voyez que ça a changé, on a changé de monde là. On voit qu'on a un vrai changement de monde. Et donc aujourd'hui, la BOE, quand elle dit « je vais créer de la livre, j'ai créé des livres pour acheter de la dette et éviter que finalement qu'il y ait un défaut de l'État », elle dit derrière je vais augmenter la masse monétaire et donc je vais accentuer les pressions inflationnistes et donc ça fait encore plus la pression sur la livre qui chute, ça veut dire aussi une très forte hausse des prix des imports, donc j'alimente l'inflation dans l'économie anglaise. Alors derrière, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'au mois de novembre elle va nous dire je remonte encore plus mes taux d'intérêt? Mais si je remonte mes taux d'intérêt en injectant des liquidités, il y a quand même un vrai problème de politique monétaire, de crédibilité de politique
politique monétaire. Alors si elle remonte ses taux d'intérêt, on va dire ils vont casser la croissance, il va pas y avoir de recettes pour l'État anglais, donc ça va encore en creuser le déficit. Vous voyez, on est en train là vraiment de se faire le pire des scénarios où on tourne en rond. On auto-entretient, il va falloir casser ça. Et je pense qu'aujourd'hui, la seule solution pour le Royaume-Uni, et ça va faire mal, c'est une solution politique. Il faut être crédible sur son budget. Donc à un moment donné, il va falloir dire, écoutez, les baisses d'impôts qu'on vous a promis, ça ne va pas être des baisses d'impôts. On a une dynamique de la dette. Voilà, on a mis les taux d'intérêt qui sont aujourd'hui sur le marché et voilà ce qu'on va faire pour être crédible sur notre endettement. Mais ça veut dire que le politique, aujourd'hui, n'a plus de marge de manœuvre. Et le côté, toute la politique qui a vendu finalement le nouveau gouvernement anglais est en train d'exploser en vol là, puisque on voit, alors ce sera peut-être pas elle, parce que ça passera peut-être même par un changement politique, on va dire, mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, la réponse, elle n'est pas des banques centrales. Et ça, c'est peut-être aussi nouveau. On a toujours pris l'habitude, c'est les banques centrales qui viennent nous sauver. Les banques centrales ont une capacité d'intervention infinie. Vous savez, c'est toujours, on l'a tous dit, alors je l'ai dit aussi, donc on était tous dans cette idée-là. Et là, l'inflation remet complètement en cause la capacité d'intervention illimitée des banques centrales. Et c'est ça aujourd'hui la vraie clé, le vrai changement de monde, c'est que l'inflation est une remise en cause très forte du rôle des banquiers centraux et ça limite clairement leur action. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est finalement que la réponse, elle revient à une rigueur budgétaire et ça arrive au mauvais moment parce que c'est au moment où on révise à la baisse les projections de croissance et donc on se dit que là maintenant on n'a plus véritablement de politique budgétaire ou monétaire qui sont free lunch, qui permettent de nous sauver et là c'est vraiment une vraie reprise de risque, une perception de changement de monde quand même. Ah oui, très clair. Bon. Prochaine séquence, 3 novembre, c'est la réunion officielle de la Banque d'Angleterre. On verra ce qui se passe d'ici là. Et puis, le 23 novembre, la présentation du budget global. C'était un mini-budget en urgence qui a été présenté vendredi, mais on aura les détails d'un budget global britannique pour 2023 le 23 novembre, normalement. Juste un petit mot. Je trouve que la Banque d'Angleterre a au moins très bien communiqué là-dessus en disant on fera quelque chose au mois de novembre. Ah oui. Ça, par contre, c'est le plan budgétaire, c'est un stimulus économique. Voilà. Donc, il va falloir répondre à ça. Je parle en termes de marché. C'est très bien de ne pas avoir fait de réunion exceptionnelle, de réagir à chaud. J'entends. Et ça laisse. Ils interviennent quand même. Ils interviennent quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que s'ils avaient réagi immédiatement, si par exemple ils avaient annoncé une hausse des taux, dès maintenant, c'était peut-être un mauvais signal à faire. Donc là, le fait de dire on le fera, vous inquiétez pas, on va être crédible sur notre politique monétaire. Bon, ça va être compliqué, mais on va être crédible. Mais on le fait en novembre. On laisse le temps un peu aussi de reposer. On verra s'ils peuvent tenir cette échéance, parce que là, ça s'annonce quand même compliqué dans les prochains jours. Bon, il y a la crédibilité budgétaire, la crédibilité de la signature britannique qui est en jeu aujourd'hui. Mais je reviens quand même à ma petite histoire de retraite. Évidemment, le système britannique ou anglo-saxon est très différent du nôtre. Mais de ce que je comprends, là, il y a des centaines de fonds de pension britanniques qui se retrouvent le couteau sous la gorge avec des appels de marge intenables, comme je le disais. Et il y a un enjeu très direct pour les Britanniques sur leur retraite. On peut mettre l'immobilier également. Il y a beaucoup de taux variables dans l'immobilier britannique. Là encore, c'est très différent de la manière dont on fonctionne en France. Mais pour des systèmes qui sont fondés sur des paramètres quand même de taux importants, c'est pas des petits enjeux quand même. Oui, alors, ce qui est vrai, c'est que si vous êtes en déficit de fonds de pension, le fait d'avoir des taux qui remontent, c'est plutôt une bonne nouvelle à moyen terme. Après, la violence des mouvements pose sujet. Voilà. Mais si les taux remontent, pour toutes les sociétés, dont British Telecom, qui est la plus connue, c'est plutôt une très bonne nouvelle pour elle, puisque... on va pouvoir remettre reverrouiller un peu de rendement sur la dette. L'actualisation de vos engagements futurs est évidemment moindre avec des taux plus élevés qu'avec des taux moins élevés. Voilà, c'est clair. Maintenant, en effet, des mouvements de ce type aussi forts sur les taux, ça entraîne clairement, on est quasiment en crack obligataire, puisque c'est un mouvement de taux en prix qu'on n'a jamais vu sur le Royaume-Uni aussi rapidement. Donc ça, c'est jamais arrivé. Donc voilà, personne n'était prêt pour ça. Voilà, donc c'est clair. Et derrière, en effet, vous avez une économie avec un gros déficit de balance courante, plus beaucoup de leviers, notamment sur la partie immobilière, des taux variables. Et donc là, on peut rentrer dans une
une vague assez catastrophiste de récession-dépression, avec perte de la valeur des actifs, crise financière derrière, où vous touchez les banques. Voilà. Donc ça, clairement, de ce fait, de toute façon, la Banque centrale ne pouvait pas ne pas agir et peut agir en effet sur la volatilité des taux. Voilà. Après, dans le monde d'avant, il n'y avait pas de problème, comme le disait Christian. Dans le monde d'aujourd'hui, qui est le monde d'avant-avant, voilà, en général, quand vous essayez de maintenir des taux artificiellement bas via un rachat de dette, ça se traduit sur des problématiques de change. Vous pouvez en parler aux Turcs. Voilà, vous voyez à peu près ce que ça donne. Et à terme, en effet, vous avez un cercle vicieux qui s'enclenche. Votre monnaie perd de la valeur. En effet, pour l'économie anglaise qui importe beaucoup, vous avez de l'inflation importée. L'inflation importée fait que... Et voilà, donc après, boucle prix-salaire et autres. Donc, de ce fait... Avec tout le respect qu'on doit aux Britanniques, évidemment, beaucoup ont comparé la manière dont se comportait à la fois l'obligataire britannique et la devise comme un comportement d'un marché émergent de ce point de vue-là. En tout cas, dans le price action de marché. Non, mais les leçons qu'on peut en retirer, c'est que Brexit, oui, ça vous donne de l'indépendance dans la façon dont vous gérez votre politique économique. Par contre, ça vous donne de nouvelles contraintes. C'est-à-dire que vous n'avez plus le parapluie européen, donc plus la logique de bloc. Et donc, de ce fait, vous êtes un pays parmi tant d'autres. Et dans un pays parmi tant d'autres, il est en concurrence sur son financement avec tout le monde. Bien sûr. Et donc, il se doit d'avoir une politique, une cohérence entre la politique monétaire et la politique budgétaire. Et là, la grande leçon, c'est qu'aujourd'hui, des déficits pour l'investissement, ça va. Des déficits pour la consommation, ça va pas, puisque grosso modo, clairement, c'est les politiques qui ont été mises en avant dans les années 70 et 80. On a vu ce que ça donnait, c'est-à-dire que vous entretenez l'inflation et de ce fait, vous n'arrivez pas à casser la logique inflationniste. Donc, clairement, ça nécessite quoi ? En effet, ça nécessite une plus grande cohérence entre les objectifs de la Banque centrale et les objectifs du gouvernement, ce qui nécessitera sans doute, en effet, quelque chose... Oui, un recadrage. Un recadrage qui est difficile politiquement parce que comme elle n'a pas commencé sa politique, elle peut difficilement politiquement revenir dessus avant de l'avoir commencé. La journée a été tellement dingue qu'on a oublié qu'elle avait commencé par une communication très directe du FMI à l'encontre du Royaume-Uni ce matin, donc 3 jours après la présentation du mini-budget, pour dire ça va pas. La politique budgétaire peut pas être aussi orthogonale que ça avec les visées de la politique monétaire. Et le Conseil, la forte recommandation, c'est de recadrer tout ça le 23 novembre prochain à l'occasion du prochain budget. Donc je disais, le FMI se retrouvera peut-être aux portes du Royaume-Uni dans 6 mois ou 1 an. Ça s'est fait en 3 jours d'une certaine manière. Bon, les leçons de cette expérience britannique qu'on observe de loin, mais qui peut nous servir peut-être de leçon à tous, dans une certaine mesure en tout cas, Sophie. Et puis l'idée d'une crise de change. L'affaire est en train de prendre une tournure assez nouvelle avec une crise de change qui est majeure aujourd'hui. Alors, sur la Grande-Bretagne, je pense que ce que traduit cet événement, c'est effectivement la fragilité dans laquelle est aujourd'hui la Grande-Bretagne, la fragilisation du marché britannique en lui-même aussi. Il y a un assèchement de la liquidité, notamment dans le marché du crédit. Là, on parle d'un phénomène donc, qui touche vraiment au marché des dérivés, sur le marché obligataire, donc une fragilisation du marché obligataire. L'Angleterre voulait devenir Singapour, c'est fait, avec les mauvais côtés aussi. Donc voilà, donc c'est une fragilisation. Ça traduit aussi peut-être la prise de conscience qu'au travers du Brexit, l'Angleterre s'est progressivement, économiquement aussi fragilisée. Quand on regarde l'Angleterre, on se dit mais ils produisent quoi ces gens ? Visiblement pas grand-chose. Et en plus, ils ont quand même en partie... La part d'industrie dans le PIB britannique, elle n'est pas si nulle que ça. En tout cas, c'est pas nous en France qui avons des leçons à leur donner là-dessus. Certes, mais ils sont tout seuls. De ce point de vue-là. Nous, on est en Europe. Eux sont tout seuls. Nous, on est en Europe, donc nous, on a l'Allemagne, on n'est pas tout seul. Et il y a cet aspect-là, et puis ils ont aussi beaucoup souffert sur le segment des services, qui était quand même leur secteur fort. C'est d'ailleurs un des éléments du plan de Liz Truss, c'est-à-dire que il y a quand même une volonté de dumper un petit peu le secteur financier qui a énormément souffert depuis le Brexit. Donc il y a une fragilité britannique qui s'est développée au fil de l'eau et qui se matérialise aujourd'hui par ces tensions, qui sont des tensions très très techniques. Parce qu'on a effectivement, c'est la rapidité du mouvement qui crée ces tensions, c'est-à-dire les appels de marge sur
sur des couvertures en face des engagements de long terme des fonds de pension. Du coup, les fonds de pension sont obligés de vendre du papier pour payer les appels de marge. Et là, effectivement, c'est la spirale. C'est la spirale. Donc voilà. Mais ça, nous, on trouve que ça traduit vraiment, au-delà de tout ça, à une fragilisation économique fondamentale. De la Grande-Bretagne. J'entends bien. Avec effectivement le double effet et j'allais dire la douleur du Brexit qui s'exprime pleinement à travers les crises suivantes, pandémiques et aujourd'hui énergétiques. Exactement. Et la crise énergétique. Oui. Je reviens sur votre point de marché là. Le marché britannique, c'est pas un marché aussi profond et aussi liquide que ce qu'on croit aujourd'hui. Alors c'est censé être un marché incroyablement profond et incroyablement liquide, mais notamment sur le marché du crédit. Moi, je suis pas une spécialiste, mais ce qu'on a compris, c'est qu'effectivement, avec le Brexit et depuis le Brexit, le marché du corporate notamment s'était un peu asséché. En concurrence avec le marché de l'Europe, enfin de l'UE, c'est en fait en partie asséché. Donc il y a moins d'émissions obligataires, c'est un marché qui est devenu moins liquide qu'auparavant. Ouais. Et puis il y a un élément qu'il faut avoir en tête maintenant, c'est qu'on a une réglementation très sévère vis-à-vis des banques, aussi. Notamment tous ceux qui font des prix sur le marché aujourd'hui. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'on a ce qu'on appelle la valutatrice, c'est-à-dire qu'on a véritablement, quand on a une très forte volatilité sur un marché, on a les banques qui sont obligées aujourd'hui, qui n'ont pas suffisamment de fonds propres. À l'instantané, on fait une photo, on dit voilà, la volatilité qu'on observe, les modèles sont en train d'exploser. Et donc à ce moment-là, vous avez forcément les banques qui ne font plus de contrepartie. Ils réduisent, ils ferment ce qu'on appelle, ils ferment leur book, ils ferment véritablement leur portefeuille de contrepartie et vous enlevez la liquidité. Donc les modèles de risque ne permettent pas de soutenir cette situation. Mais ça c'est quelque chose que j'ai vu plusieurs fois. On en avait entendu parler. Rappelez-vous quand il y a eu l'invasion de l'Ukraine, on a eu vraiment ce type de phénomène qui s'est passé avec Morgan Stanley qui avait vraiment coupé ses portefeuilles sur l'aluminium et ça avait entraîné véritablement un problème de liquidité, de contrepartie. Mais eux, ils se sont justifiés quand ils ont présenté leurs résultats en disant on explosait nos prises de risque et on devait réduire notre portefeuille. Ça leur a coûté assez cher. Donc c'est pas qu'ils étaient forcément négatifs, mais à un moment donné, on a cette liquidité qui s'enlève parce que vous avez une volatilité extrême. Et c'est en partie ça, par contre, qu'on peut dire que l'intervention de la Banque centrale peut peut-être essayer d'atténuer un peu ce risque, parce qu'en intervenant et en étant prêteur en dernier ressort, elle va déjà rassurer les investisseurs, elle va limiter la volatilité et donc elle va peut-être essayer par ses achats de jouer là-dessus. Le seul problème, encore une fois, je le dis comme tout à l'heure, c'est que ça contredit sa politique monétaire. Mais ça résout pas le problème sur le fond. Mais en termes de purement marché, c'est plutôt une bonne action. Et le fait d'être illimité rassure quand même les investisseurs parce qu'on se dit voilà, illimité jusqu'au 14 octobre pour l'instant. Oui. Non, il faut voir le paradoxe. C'était qu'on était à la veille du quantitative tightening, c'est-à-dire que la BOE est acculée à faire un assouplissement, enfin, c'est un virage à 180 degrés. Alors qu'on était à la veille du lancement où on devait commencer à réduire le bilan, la taille du bilan, en vendant peut-être même des donc titres à se demander britanniques. d'ailleurs si elle va pouvoir le faire. Et ça pose des questions de façon plus profonde sur cet ajustement de politique monétaire que tout le monde est en train d'opérer. Est-ce qu'on va vraiment pouvoir le faire en combinant hausse de taux et quantitative tightening? C'est pas sûr en fait, parce que le quantitative tightening a un coût. Là, l'Angleterre est en train d'expérimenter, mais on n'est pas vraiment encore sûr, même pour l'Europe, de comment ça va se matérialiser. La Fed y est, c'est 95 milliards par mois de réduction passive du bilan. Justement, on a eu des petits retours, des petites tensions des fois sur les taux américains, alors que c'est censé être un marché hyper liquide. Et on a vu qu'il y a eu des mouvements de taux un peu spéciaux par moment. On se pose la question justement s'il n'y a pas déjà des problèmes de liquidité. Donc voilà. À surveiller, c'est pas aussi évident que ça. Pourtant, si je vous dis ça sur l'obligataire américain, c'est quand même pas le petit marché. C'est pas le marché le plus illiquide du monde. Non, bien sûr. C'est pas du crédit, c'est pas du high yield. Il y a des petits craquements parce qu'on renverse la vapeur et qu'on n'est pas sûr. On voit qu'il y a eu des fois des petites tensions qui sont opérées et on peut se poser la question. Tout le monde est en terre inconnue aujourd'hui de ce point de vue-là? Non, mais très clairement là-dessus, on n'est pas à l'abri on l'a vu, on a eu des flash cracks historiquement, donc on voit que la liquidité, ça peut partir très vite. Mais encore une fois, je pense qu'il y a surtout sur les marchés obligataires, où ce sont des marchés où vous avez des gens qui sont là pour assurer la liquidité, qui sont essentiellement des acteurs bancaires. Là, on a quand même un vrai changement depuis plusieurs années maintenant, mais on a eu un vrai changement profond de la réglementation qui empêche justement ce rôle stabilisateur en cas de gros mouvements, de tempête. En temps normal, il n'y a aucun problème. Mais on le voit très clairement et la liquidité s'en va. Et juste aussi, les gens ont l'impression qu'il y a de la liquidité avec tous les systèmes électroniques. Mais on s'aperçoit que ces systèmes électroniques, justement, à la différence des hommes, quand on traitait avec des hommes, les hommes, ils cherchaient, ils savaient où il y avait quelqu'un qui pouvait vendre. Il y avait quand même un côté humain là-dedans. Les systèmes électroniques, on le voit, en période de crise, ils sautent.
Et ça, on le voit sur le crédit. À chaque fois qu'il y a une crise du crédit, on voit que tout ce qui est liquidité électronique explose. Et là, je pense que ça peut jouer aussi. Alors peut-être, on n'a pas l'habitude de le dire, mais sur de la dette d'État, ça peut aussi jouer et on peut avoir des vrais problèmes comme ça. Crise de change. Oui, enfin déjà c'est la. Oui, d'accord, très bien. Pour un chat. Non mais 8% en 10 jours, c'est ce qu'on fait normalement. Oui, en un an. mais là je parle pas que du sterling. Oui. Parce que et puis non, mais quand même, si le yen c'est 20-25% de baisse, l'euro c'est 15, le sterling c'est peut-être 20 contre dollar de baisse depuis le début de l'année. Le yuan. On en parlait assez peu jusqu'à présent parce que c'est une monnaie contrôlée, mais depuis quelques semaines, le mouvement s'est accéléré. On est au plus bas historique quasiment, ou au plus bas depuis 2008 pour le yuan contrôlé onshore par les autorités monétaires chinoises. C'est 15% de baisse contre dollar. Comment ça évolue une crise de change et puis comment ça se résout? Est-ce que ça se résout autour de la table en discutant entre grands argentiers pour essayer de calmer un peu la situation, ou est-ce qu'en attendant c'est cavalier seul et chacun pour soi? Alors, je pense que nous, on distingue entre le cas Royaume-Uni et le reste où on voit un renforcement du dollar face à toute devise, un renforcement relativement fort, mais qui est lié vraiment à une situation assez exceptionnelle, où à court terme, en tout cas, les États-Unis ils sont un peu le grand gagnant de leur situation à la fois stratégique, d'autosuffisance énergétique, et même maintenant, ils ont trouvé des nouveaux débouchés pour leur gaz, hein, et aussi d'un point de vue géopolitique, où l'Europe est bien obligée de revenir massivement vers les États-Unis, après avoir voulu jouer un peu le balancier entre l'Est et l'Ouest. Donc là, clairement, vraiment le dollar joue le rôle de valeur refuge en ce moment. Voilà. Et la question maintenant qu'il faut se poser, c'est à partir de quand cette force du dollar va poser un problème systémique à l'économie mondiale. Voilà, je pense. Et c'est là où on commencera à se mettre. On en parle encore au futur. Tu vois, le ministre des Finances japonais, lui, il considère que pour lui, c'est déjà trop, d'une certaine manière. La Chine considère peut-être que c'est déjà trop aussi, d'une certaine manière. Même du côté de la Banque Centrale Européenne, on est un peu plus vocal quand même sur ce sujet. Non ? Le Japon a beau jeu de le dire, mais lui est absolument pas coopératif. Hein, c'est-à-dire que c'est le seul à pas vouloir durcir un peu sa politique monétaire. Donc le Japon, il a rien à dire. Hein, il doit payer les conséquences de sa politique monétaire. Hein. Voilà, il veut continuer à racheter de la dette. Bon, ben, les Japonais, ils achètent du dollar. Bon, ben, voilà, ça, bon, c'est là. Je pense sincèrement. Chacun a ses bonnes raisons de faire ce qu'il fait. Oui, chacun a ses bonnes raisons. Mais là, grosso modo, alors que tous les banquiers centraux sont relativement d'accord sur le fait qu'il faut quand même freiner la logique inflationniste avant que ça sorte hors de contrôle, hein. Parce que si l'inflation s'ancre à 8% long terme, c'est pas des taux à 4 qu'on aura, hein. C'est des taux à 10, voire 14, 15 pour pouvoir la freiner. Donc, il n'y a aucune anticipation d'inflation long terme à 8% aujourd'hui. Oui. Non, mais d'accord. Le rappelle. Voilà, mais voilà, c'est dans un cas extrême. Voilà, c'est dans un cas extrême. Non, mais voilà, grosso modo, on sait très bien que si les banques centrales arrêtent d'avoir une politique monétaire assez proactive vis-à-vis de l'inflation, très vite les anticipations d'inflation vont remonter assez significativement dans le monde. Hein. Voilà, ça c'est assez clair. Donc c'est pas le moment. Elles vont pas craquer maintenant. C'est pas le moment pour elles. Je pense que malheureusement, il n'y a pas de solution, parce que si elles arrêtent l'inflation, grosso modo, vous allez avoir les anticipations d'inflation qui oui, bien sûr. Je pense que la seule possibilité, et le côté positif, hein, ce serait qu'on voit justement cette inflation commencer à baisser, et il y a quand même des signaux qui font penser qu'on devrait à horizon fin d'année avoir à court terme en tout cas une baisse de l'inflation, et là tout de suite on rentre dans un cercle beaucoup plus vertueux où les banques centrales ont moins de pression vis-à-vis de l'inflation, et donc on a a priori à notre avis potentiellement une baisse de volatilité obligataire et d'échange de ce fait. Donc je pense que c'est vraiment la seule solution à court terme. Sinon, si on fait machine arrière, là, je pense que les investisseurs vont paniquer. Hein, personne l'envisage. Oui, c'est pas du tout dans le discours d'aucun banquier central aujourd'hui. Je pense que là-dessus, il va falloir se faire mal pendant quelques semaines ou quelques mois avant qu'on ait vraiment une baisse sensible de l'inflation et qui mette un peu d'air dans le système.
Crise de change, Sophie, et puis peut-être déplaçons un peu le focus encore une fois sur le yuan. Hein. Ça s'est accéléré. Crise de change, oui, enfin, de notre point de vue, certainement, mais c'est avant tout le produit aussi de la crise énergétique. Toutes les matières premières sont libellées en dollars. Les États-Unis sont plus avancés que nous dans la phase de resserrement aussi, parce que la devise, c'est aussi une fonction des taux de change réels. Donc bon, ils sont un petit peu en avance. Donc entre guillemets, on subit la crise énergétique, on achète en dollars, ce qui renforce les pressions inflationnistes en Europe, au Japon pareil, etc. Donc on est dans cette phase-là. Entre guillemets, il va falloir qu'on passe l'hiver. Je ne vois pas comment... effectivement, on va réussir. C'est difficile d'imaginer une réponse concertée sans une collaboration avec la Chine. Du coup, je bascule du côté Namibie. Du point de vue du commerce international, si on veut le considérer comme ça, et du point de vue de la compétitivité prix, ça serait difficile de parler ensemble sans parler avec la Chine. En l'état, c'est pas sûr qu'on réussisse à parler avec la Chine, les États-Unis. Tout ça, ça paraît un petit peu compliqué. La séquence chinoise, elle est particulière. Alors certes, le renminbi baisse, mais enfin, il est un peu comme toutes les devises contre le dollar. Il a baissé que de 11% dans l'absolu, ce qui est finalement beaucoup moins que le yen, beaucoup moins ce qui est peut-être que la livre. Ce qui est peut-être trop peu pour l'économie chinoise aujourd'hui. Mais la séquence, elle est différente. Si on regarde dans le détail, le yen, il a baissé en deux étapes, en deux phases. Une première phase en avril, une deuxième phase là en juillet-août. Et en août-septembre, pardon. Et ces phases-là sont liées à des phases de ralentissement économique qui étaient des phases de resserrement des conditions avec le Covid. Donc on a l'impression que peut-être c'est un peu plus le fait de ce qui est en train de se passer en termes de croissance en Chine et des incertitudes autour de la croissance que réellement une dynamique qui est la même que celle qui se passe en Europe ou ailleurs. D'abord, ils n'ont pas de tension inflationniste, pratiquement pas. Donc leur séquence est différente. Il y a une tension politique, il y a des risques sur les flux de capitaux, donc c'est des choses qui sont encadrées de façon différente. Et la Banque centrale ne se met pas non plus en face parce qu'elle agit plus directement depuis la réforme des changes en 2015. Donc elle a sa bande de fluctuation de 2%, puis tous les jours, elle essaye de clôturer au-dessus du coup de clôture pour éviter que ça décale trop. Dans l'autre sens. Voilà, mais bon, ils essayent de contenir ça comme ça. Et pour le moment, je pense qu'ils ont d'autres chats à fouetter en interne. Donc ils sont en train de... ils essayent juste d'éviter que ça accélère trop à la baisse et que ça crée une crise de confiance. Mais la crise de confiance, ils l'ont déjà des investisseurs internationaux depuis le début de la crise immobilière et sur les bonds, sur la partie obligataire. Donc il y a plutôt cette séquence-là pour eux. Mais c'est pas un bon signal pour la croissance chinoise. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est quand même le reflet d'une perspective de croissance chinoise qui est pas très bonne, alors que déjà on a beaucoup coupé nos ambitions sur la croissance chinoise. Donc de toute façon là, la Banque mondiale a publié hier ou avant-hier, ils ont publié 2,8 sur cette année. Et ce sera moins que le reste de l'année. Honnêtement, 2,8, je sais même pas comment ils vont les sortir. La Chine, ils les sortiront. Ils étaient encore optimistes sur 2023, qui me paraît un peu. Alors après, une des raisons de l'optimisme, je crois que dans le rationnel, c'était l'assouplissement des mesures Covid. Donc avec un effet reprise un peu, une espèce de reprise. Voilà, ils jouent vraiment que ce rebond-là. Voilà, mais donc oui, il y a une complexité parce que la crise immobilière en Chine, là, c'est au moins 5 ans de croissance perdue. Enfin, ça va être un coup de croissance potentiel très fort pour eux. Donc c'est plus ça qu'on voit aujourd'hui dans le renminbi. Mais chacun a un peu sa problématique. Chacun a ses raisons. Les devises acheteuses de matières premières souffrent. Là, tous les pays acheteurs de matières premières souffrent. La Chine a un peu son problème et c'est difficile de parler tous ensemble. C'est vrai, on ne voit pas comment... On le notait avec un de vos confrères cette semaine, spécialiste des émergents. Il y a quelques devises qui sont en hausse face au dollar. Le dollar a 1%. Le réal, le peso mexicain, on laisse l'Europe de côté. Les taux brésiliens sont à 13. Ils ont déjà fini pratiquement. Ils ont commencé il y a 18 mois, lui. Mais voilà, ils ont pratiquement fini la phase de resserrement. Donc voilà, il y a aussi des choses... Mais sûrement, ça fera partie des dossiers à regarder. Quand enfin on va se dire qu'on a un pivot en vue. C'était un fragile five il y a 10 ans, le Brésil. Bon, après, on n'est pas sorti du risque politique, là, non plus. Non, c'est ce week-end. Premier tour, c'est ça. Ça vient. Bon, pourquoi on n'est pas sorti de risque politique? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas un risque. Le retour de Lula? Non, moi je dis pas tant le retour de Lula. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça va se passer. Est-ce qu'il va y avoir une déstabilisation c'est la transition politique qui peut être compliquée. Ça peut être compliqué, donc on verra. On est habitué à tellement de choses aujourd'hui. Non, mais sérieusement, regardez, est-ce qu'on va même parler de l'Italie et de l'arrivée de... Non, on n'en parlera pas. Non, mais voilà, ça devient un new normal. Et puis on a vu le Capitole. Non, mais surtout comme l'Italie gère sous contrainte, donc. Christian,
Je sais pas, je cherche, je cherche un sujet. Non, mais s'il faut qu'on parle un peu des entreprises quand même. Les résultats arrivent, la question des résultats est toujours grande ouverte, avec alors à chaque fois, là, les derniers trimestres, quand même, des surprises plutôt positives. En tout cas, une résilience des résultats. À chaque fois, on craint que les résultats, les marges craquent. À chaque fois, les entreprises ont démontré leur capacité à s'adapter, à profiter aussi d'un effet nominal. Hein. N'oublions pas que l'inflation. Il y a des choses bonnes dans l'inflation et dans la croissance nominale. C'est excessif aujourd'hui, mais il y a quand même une logique vertueuse quand même. L'inflation est donc voilà, pour les entreprises. Et donc, est-ce que ce troisième trimestre, les résultats qui arrivent, vont encore démontrer la capacité d'adaptation et la résilience des entreprises à travers leurs résultats? Alors, d'une part, il y a un élément qu'il faut avoir en tête, c'est que le marché action aujourd'hui, il fluctue plus en fonction de ses multiples que en fonction des résultats d'entreprise. Et on l'a bien vu sur juillet-août. C'était 2 mois où on a eu de très fortes révisions à la baisse du consensus des analystes sur les résultats des entreprises, et on n'a pas vu le marché baisser. C'est Powell qui a fait le mouvement. Mais un jour, le marché regardera les résultats à nouveau. Un jour, on va regarder les résultats. Le seul problème que l'on a aujourd'hui, c'est un problème de est-ce que les entreprises vont conserver le pricing power, la capacité de relever les prix qu'elles ont eu au premier semestre. Au premier semestre, c'était quand même un semestre idéal. Si vous regardez un peu la consommation des ménages en Europe ou aux États-Unis, vous avez une hausse des prix et une consommation qui progresse en volume. Alors, c'est génial pour une entreprise. C'est-à-dire que la demande est là, vous pouvez monter vos prix et vous voyez pas véritablement la demande s'effondrer. Donc, quand vous avez une insensibilité, une élasticité au prix qui est très faible de la demande, faut y aller, quoi. Faut monter vos prix de vente, hein, c'est le moment. Alors, en plus, elles avaient des hausses de coûts, donc elles avaient une vraie raison de monter leur prix. Le gros problème là, c'est qu'on voit qu'il y a quand même un retournement. Il y a un retournement conjoncturel qui s'opère. On a les chaînes d'approvisionnement qui s'améliorent. Et attention, l'amélioration des chaînes d'approvisionnement, c'est une perte de pricing power. C'est-à-dire que quand vous allez avoir tous vos concurrents qui vont tourner à fond parce qu'ils ont été livrés, quand vous allez avoir, et on le voit, le coût du fret maritime qui commence à vraiment se retourner, ça veut dire que ça coûte beaucoup moins cher d'importer de Chine, parce que je vous rappelle qu'à un moment donné, avec les retards des navires plus le coût du fret maritime, il va aller mieux produire en local que acheter en Chine. Là, ça est en train de quand même un petit peu de se retourner. Alors, je sais que la Chine a des petits problèmes de production, des problèmes d'électricité, tout ça, mais globalement, on a la concurrence qui revient. Donc, ça veut dire que là, on commence à rentrer dans le dur. Et là, on va vraiment voir quelles sont les entreprises qui vont pouvoir répercuter ça sur leur prix de vente. Et là, ça va être très, très compliqué de monter les prix. Et on le voit derrière les consommateurs. Regardez les enquêtes, quoi. Faut pas. Les consommateurs ont très clairement conscience qu'ils ont une perte de pouvoir d'achat, qu'ils ont aujourd'hui, ils vont commencer à se resserrer la ceinture sur leurs achats, tout ce qui est discrétionnaire. Alors, si vous voulez pas avoir le moral, lisez l'enquête auprès des consommateurs de ce matin en Allemagne. Alors là, l'allemand, il est au fond du trou, là. Hein. Ouais, mais ça, c'est historique. Enfin, non, mais le consommateur allemand, c'est pas. Non, mais moi, ma référence, c'est le consommateur américain. Oui, Christian, c'est pas le consommateur allemand. Là, il se fait des crédits à la consommation. Et ben voilà. Même Apple nous dit tiens, il y a peut-être un peu moins de désir pour l'iPhone 14 que ce qu'on imaginait. Apple est en train de payer le dollar fort, là. Parce qu'Apple a laissé inchanger ses prix en dollars, mais a répercuté les mouvements de change sur les autres pays. Eh ben oui. Et là, c'est ça l'appauvrissement. C'est ça l'appauvrissement. Voilà, mais là, on s'aperçoit que peut-être, alors si je vous prends le cas en France, où il n'y a pas un seul iPhone en dessous de 1000 euros, là, ça commence à faire mal. Ouais. Ça commence à faire mal pour le budget. Il faut vraiment avoir envie pour consommer. Ça teste vraiment l'appétit du consommateur. Voilà, là, vous avez beau dire que c'est un bien de luxe, à un moment donné, ça commence à jouer. Donc je pense qu'eux, ils payent plus l'effet dollar qu'autre chose. Mais au-delà de ça, moi, ce qui est très important, c'est que là, on va avoir sur le deuxième semestre, très clairement, une capacité à relever les prix qui va être bien moindre des entreprises. Alors, seule bonne nouvelle, c'est que les investisseurs ne seront pas surpris, parce que si vous regardez les données d'enquête, vous avez à peu près 92% des investisseurs qui s'attendent à une baisse des profits des entreprises, ce qui n'est pas encore inscrit dans les attentes des analystes. Non. Donc voilà. Donc je pense que les investisseurs ne seront pas surpris si on a des discours un peu plus négatifs de la part des entreprises. Pierre Leckie. Oui, sur Apple, il faut aussi prendre en compte le fait qu'il y a eu surconsommation assez forte de produits manufacturés, dont les produits électroniques pendant la pandémie. Et on a quand même un phénomène de retour à la normalité. Ça se voit sur le PC, qui est en général le marché le plus cyclique. C'est un peu normal qu'Apple... Alors là, c'est le nouvel iPhone. Oui, c'est le nouveau. Donc ça va être résilient, mais c'est pas non plus immune au fait qu'il y a un peu de retour à la normalité sur la partie notamment consommation électronique par rapport à la consommation de services. Donc c'est clair. Après,
nous, on a un peu essayé de chiffrer ce qu'on peut attendre. Voilà, si vous revenez aux marges de 2019, c'est 1 point de marge pour les entreprises américaines, donc c'est à peu près 10%. Toutes choses égales par ailleurs, de baisse des bénéfices. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est, disons, parce que les marges... Le retour au niveau... Voilà. on est au record historique. On est au record historique. D'accord. Si on Donc revenir au niveau pré-Covid... Mi-2019, qui était déjà le plus haut de l'époque, qui était c'est ça déjà le plus relativement haut, élevé, d'accord, ok. c'est 10%. Ok. Et puis après, après, ça dépend de la récession. Si vous êtes dans une récession standard assez significative, c'est 30-35%. En baisse des récession, EPS. oui, et en récession, dépression, Oui. moins 50, moins 60, moins 80%. Ça dépendant des Et là, on crises est qu'on pricé regarde. pour quoi, là? Là, on est passé à mon avis, pour 15-20. Voilà. D'accord. Par rapport à actuellement. Ça- Parce Oui, mais qu'actuellement, ça on donne voit un peu encore de des marge de croissances. sécurité sur les actions, quand même. On voit actuellement encore des croissances bénéficiaires à Oui, horizon c'est 2020. bien. Oui, ça donne Ouais, enfin, un peu pour de... l'Europe, c'est plus 3% qu'on attend en 2023. C'est pas non plus les Oui, mais- plus 10, plus 15 Oui, mais traditionnels. Après une très belle Ouais, performance je sais bien, 2022, je sais bien, hein, donc je sais bien. on part de point haut. Donc nous, on s'attend plutôt à si on fait, je pense que si en 2023 on fait moins 10. À l'arrivée À l'arrivée, Ouais, ouais. je pense que les marchés peuvent l'encaisser aujourd'hui. D'accord. Ils ne peuvent pas encaisser beaucoup plus. Ouais, mais ouais, je moins 10, comprends. ils C'est peuvent- la marge de voilà. sécurité qu'on C'est a un peu aujourd'hui. la marge de sécurité. Par rapport à une valorisation, Et notamment quand vous regardez notamment les très faible. valorisations des secteurs cycliques Oui. qui, eux, anticipent quand même pour certains un Armageddon. Hein. Ouais, c'est vous ça. avez des niveaux de valorisation sur certains secteurs cycliques qui sont extrêmement bas. Ouais, ouais. Automobile, banque, construction. On a rayé le notamment. futur de certaines entreprises quand même, hein, avec ces valorisations. Ça amène la question quand même de l'investissement. Alors sur les valos et les résultats d'entreprise, je ne sais pas ce que vous vouliez ajouter, Sophie. Ouais. Je rejoins Pierre-Alexis. On descend, on est sur moins 10 maintenant. Enfin, la facture 23 pour les résultats des entreprises, c'est du moins 10. Donc là, on est dans le top-down. Et c'est vrai que les analystes bottom-up, c'est toujours un petit peu en retard, mais ça va s'aligner. C'est Et pas en retard, c'est que ça prend plus de temps de faire tourner un modèle, de faire. Ben voilà. Non. Je plaisante. J'essaye Et donc, de défendre le travail des analystes. Non, mais je pense on que peut les faire analystes plus, mais raisonnent en valeur, aujourd'hui, faut voilà. pas l'oublier. Mais Pas en aujourd'hui, volume. c'est absolument. Aujourd'hui, c'est le consensus top-down, donc on a intégré ça. Quoi. Ok, le marché a intégré ça. Ça pourrait être plus que ça, et c'est vraiment comment est-ce qu'on va passer l'hiver, quoi. Je pense que maintenant, on en est là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est difficile de dire je profite de Valo pas cher en Europe. Il n'y a personne qui a le courage d'y aller parce que c'est comment est-ce qu'on va passer l'hiver. Et de ce point de vue-là, je le suis risque. pas climatologue. Ouais, non, moi non plus. Oui, d'accord. Donc on revient Non, alors, toujours à la température de cet hiver qui fera basculer d'un scénario à l'autre éventuellement. J'entendais Patrick Pouyanné dire que non, on a les moyens de passer l'hiver sans gaz. Ouais, moi je commence à me dire que bon, Mais en fait, le ça va message est passé. ça va être- Si c'est une question de chauffage, Non, pas que, c'est une question Non. d'activité des entreprises. C'est une question de activité rythme de d'entreprise et distribution. compétitivité. Parce que Et le problème que l'on a, c'est la compétitivité compétitivité des entreprises. Et on Avec voit, l'euro. ils sont obligés d'arrêter Alors, les productions, effectivement, non pas parce qu'ils ont D'un pas de côté, gaz. on a l'euro. À l'export, d'un côté, on a effectivement l'affaiblissement de l'euro. De l'autre côté, on a la hausse des structures de coûts qui est quand même D'accord. assez violente. Hein. D'accord. Et pour tout ce qui est énergivore, la Non, il y a des baisse de situations l'euro est largement micro-spécifiques ou compensée sectorielles. par- Je suis d'accord. Juste, je trouve que l'OCDE a fait un très bon travail là-dessus. Ils ont fait une estimation. Alors, c'est toujours une estimation, mais au moins, ils nous donnent un chiffre. Hein. Et ils nous disent que si véritablement on est dans une logique de gaz et de restriction de gaz et d'envolée des prix du gaz, on a un impact net de 1,3 point de PIB sur la croissance européenne. Ça veut dire que aujourd'hui, vu les projections qu'on a sur 2023, tous les pays européens seront en récession, quoi. Donc ça laisse quand même l'image qu'on est sur un scénario beaucoup plus noir que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Mais ça, c'est vrai qu'il faut vous abonner aujourd'hui aux économistes, aux prévisions des économistes, mais maintenant de plus en plus à la météorologie. Donc c'est là où est quand même une grosse incertitude pour les prochains. L'Europe a effectivement une incertitude assez forte et il va falloir la traverser. Il nous reste une minute. Porsche, l'introduction en bourse demain. Tout est prêt pour que ça se passe bien. C'est un exemple intéressant parce que vous avez le financier et l'extra-financier. Et les deux sont Orthogonaux. C'est comme les politiques monétaires et les Donc, d'un politiques point de vue budgétaires. financier, il faut reconnaître que vous avez une société très bien positionnée, très innovante, qui a su bien développer sa Mais gamme. c'est une cata avec sur la stratégie. gouvernance. Mais bon, voilà. Mais alors ça m'intéresse. Parce que en fait, ça va être un test. Est-ce que le marché est vraiment ESG ou pas? Alors nous, On va en parler, je nous, vais dans vous dire quelques ce qu'on fait, instants. nous, chez Groupama AM, en fait, on a un intérêt limité sur ce dossier, tout simplement parce que sur certaines Critères. stratégies, on s'interdit D'accord. d'investir dessus. D'accord.
Voilà, donc c'est clair, hein, c'est toutes disons, les stratégies les plus ESG. Voilà, Donc si c'est un succès massif, ce ne sera pas un succès d'investisseurs ESG. A priori, non. Voilà. Normalement, non. Par contre, d'un point de vue financier, la valorisation est très correcte. On a une stratégie qui est très claire. Voilà. Et si vous voulez regarder, je pense que la bonne comparaison, c'est Hermès LVMH. Hermès, c'est Ferrari. LVMH, c'est Porsche. C'est pas mal aussi. Voilà. C'est bien aussi. Hein, voilà. Ah bah oui. Non, mais voilà, c'est 300 000 voitures par an. Non, voilà. on a raconté. Non, mais j'aime bien. J'avais pas encore eu cette. Enfin, on a parlé pas de droit de vote, la gouvernance, etc. Mais en fait, voilà, si c'est vraiment un succès, bon, ça montre que l'ESG n'est pas encore partout dans le marché, d'une certaine manière. Non, Porsche est plus fort que l'ESG, peut-être, en termes de désirabilité. Américains qui sont moins sensibles. Ah bah là, il y a fonds de pension norvégien, alors Qatar, Abu Dhabi, mais le norvégien, il est dedans aussi. Oui, je crois. Voilà. Donc, bon. On suivra ça. Ce sera quand même l'événement demain, l'introduction en bourse de Porsche sur le marché allemand. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir dans Smart Bourse sur Bismart. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est un des thèmes du monde de l'ESG, les facteurs extra-financiers, environnementaux, sociaux et de gouvernance, avec l'idée qu'on est peut-être à un moment clé pour le S de ESG, le social. En l'occurrence, nous en parlons avec Marie de Muison, directrice de l'impact d'Atlas Responsible Investors. Marie, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Un mot avant de parler du S de l'ESG, du positionnement assez singulier d'Atlas Responsible Investors. On s'est rencontrés il y a un an, c'était le lancement de la société de gestion. L'un des fondateurs est venu nous le raconter. Alors vous avez franchi une nouvelle étape puisque les fonds sont UCITS. Maintenant, la stratégie, ça y est, il y a un fonds UCITS pour participer à la stratégie que vous proposez au marché. C'est ça qui fait votre singularité d'ailleurs. L'idée, c'est de pouvoir proposer une stratégie alternative, de long short, de hedge fund, comme on dit, au service de l'impact. C'est ça, Marie? Exactement. Ouais. Donc en effet, Atlas est une jeune société de gestion créée en 2019 à Londres par Quentin Dumortier, que vous avez reçu, relocalisée à Paris en 2020. Et nous proposons, donc nous sommes sur des stratégies d'investissement alternatives sur les marchés cotés. Donc on nous qualifie souvent du premier hedge fund à impact, parce que notre stratégie d'investissement est totalement centrée sur l'investissement responsable autour de 11 thématiques d'impact. Ouais. Donc, probablement, ce qui nous caractérise, c'est qu'on veut utiliser les armes classiques des hedge funds, comme l'activisme, pour amener les entreprises dans lesquelles on investit à progresser ou avancer sur certains sujets sociaux ou environnementaux, mais aussi dans notre philosophie d'investissement et la façon dont on sélectionne les titres et les entreprises pionnières. On se base énormément sur le jugement humain et on va bien au-delà de la notation extra-financière. Et donc, on s'appuie sur tout un écosystème d'experts du développement durable qui nous conseille et nous revoit nos thèses impact. Et vous en êtes un des exemples, je le dis au passage, Marie, parce que j'aime beaucoup la notion d'expertise aujourd'hui dans le monde de l'investissement. Comment on construit une expertise? Évidemment, individuellement, l'expertise est toujours une limite, mais vous avez été directrice de comme on dit, Global Sustainability de Danone, c'est ça, pendant des années, voilà, Marie. Exactement. J'ai passé auparavant... Vous n'êtes pas une financière pure au départ. Financière. La finance durable n'est pas mon background. En revanche, le développement durable est le milieu dont je viens. Donc, j'ai été en effet pendant plus de 15 ans chez Danone sur des postes de responsabilité sur des sujets de développement durable. La politique climat de l'entreprise, typiquement, c'était une des premières entreprises cotées à annoncer une ambition zéro net à 2050 sur son périmètre élargi. Donc, c'était les premières avancées, on va dire, sur ce qui est aujourd'hui des engagements classiques. Et puis surtout, à la fin, dans mon dernier poste, je coordonnais la performance extra-financière du groupe, donc sur le E, le S, le G, et j'interagissais beaucoup aux côtés des relations investisseurs avec les actionnaires de Danone. Et donc, je voyais cette lame de fond montante sur ces sujets-là. On ne peut pas investir dans ces sujets en voulant être sérieux sans cette expertise effectivement nécessaire aujourd'hui au service de l'impact. Est-ce que le S est à un moment clé de son histoire? Comme le E, l'environnement a pu l'être il y a quelques années en arrière, je pense aux accords de Paris, ou des grands moments comme ça, les discours de Marc Carney ou autres, qui ont effectivement généré une prise de conscience collective, et quand je dis collective, jusqu'à l'opinion publique en général.
Parce que le S est un moment clé, je l'espère. Je ne peux pas l'affirmer assurément, mais ce qui est sûr, c'est que la gouvernance, ça fait longtemps que les analystes le regardent, et d'un point de vue financier. Maintenant, c'est dans le cadre extra-financier, mais ce n'est pas un sujet nouveau. L'environnement est totalement intégré dans les politiques d'investissement. Au plus haut niveau stratégique. Au plus haut niveau stratégique. Ouais. Le monde a une trajectoire globale pour les gouvernements, pour l'économie, pour la société civile. Sur le S, et pourtant la pression va monter sur ces thématiques, en particulier les inégalités sociales, peut-être qu'on va arriver à faire monter ces sujets qui sont, et c'est notre conviction chez Atlas, un sujet sur lequel les investisseurs ont vraiment le pouvoir de faire progresser, bouger les lignes sur des thématiques qui sont difficiles pour les entreprises, enfin qui sont difficiles à appréhender, à mesurer et à transformer. Ouais. Parce qu'on parle de sujets humains et d'hommes et de femmes qui sont, pour la plupart de ces multinationales, dans des géographies extrêmement diverses, avec des réalités locales extrêmement diverses, et des entreprises qui ont parfois plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'employés. Bien sûr. Quels sont les objectifs ? Alors, vous disiez, il y a 11 objectifs d'impact, c'est ça qu'on se fixe chez Atlas. Parmi ces objectifs, quels sont ceux qui sont dédiés au S, justement, Marie ? Donc en effet, on a 11 objectifs d'investissement responsable qui sont nos thématiques d'impact et qui sont corrélés aux objectifs de développement durable des Nations Unies. Donc c'est tous les grands sujets. On en a 3 qui sont plus particulièrement dédiés à des sujets sociaux qui sont santé, éducation et inclusion financière. D'accord. Et également, on peut mettre, enfin bref, l'empreinte sociale est partout, mais alimentation durable, mobilité, énergie, à chaque fois, il y a une empreinte sociale très forte, mais nos verticales sont santé, éducation et inclusion financière. Bon, et quels sont les critères pour vous là qui sont importants dans l'analyse extra-financière quand on se focalise sur cette partie sociale ? Alors, les critères importants aujourd'hui et puis les critères qui seront importants demain, qui feront la différence peut-être stratégiquement également pour les investisseurs. Comment est-ce que les choses sont en train d'évoluer dans l'analyse extra-financière de ce point de vue-là, Marie ? Donc nous, ce qu'on met au cœur de l'analyse extra-financière, c'est beaucoup l'utilité sociale des produits et des services qui sont proposés par les entreprises. Donc ça fait vraiment partie de notre analyse sur ces sujets-là. Et en particulier dans le social, il y a tous ces enjeux d'accessibilité, donc à la fois de prix et de distribution, donc d'accès au plus grand nombre de biens essentiels comme l'alimentation, la santé, la mobilité. Et ensuite, quand on regarde, quelles que soient les entreprises, quel que soit le secteur de l'entreprise qu'on regarde, on s'attache bien évidemment à des sujets qui sont plus connus ou visibles comme inclusion et diversité, formation, adaptation au futur des travails, mais on regarde aussi des sujets parfois plus difficiles mais importants comme le dialogue social, la couverture assurance maladie, etc. Donc les politiques sociales qui sont mises en place par ces entreprises sur leurs employés, qui sont peut-être ceux qui sont en situation les plus précaires. Et un sujet qu'on regarde et sur lequel on fait de l'activisme, c'est celui des droits de l'homme. Et derrière les droits de l'homme, il y a beaucoup de thématiques compliquées. Ouais. Et pourtant, c'est peut-être le nouveau climat de demain. Ouais, c'est ça. Quand on réfléchit aux secteurs qui sont en première ligne sur ces questions, et la question des droits de l'homme, des droits sociaux est quand même importante. Alors je sais pas, me vient évidemment le secteur textile-habillement parce que c'est peut-être celui qui ressort le plus, qui ressort le plus facilement. Il y a peut-être d'autres secteurs qui sont en première ligne. Dans ces secteurs, comment est-ce que les pratiques des entreprises évoluent sur ces questions sociales, Marie ? Donc heureusement, elles évoluent positivement. Il faut qu'elles évoluent assez vite. Donc en fait, tous les secteurs des grandes entreprises multinationales cotées, il n'y en a pas une qui peut dire qu'elle ne se sent pas concernée et qu'elle n'a aucun risque d'être exposée aux droits de l'homme, puisqu'on parle en fait souvent d'exposition en bout de chaîne de valeur. Donc on parle d'agriculture, on parle de, je ne sais pas, vanille de Madagascar, de minerais au Congo, de pêche en Thaïlande. On parle vraiment de sujets qui sont en bout de chaîne de valeur, mais qui sont les biens essentiels qui contribuent à la production de tous les secteurs. Donc on a vraiment l'alimentation, la tech, la mobilité, le secteur minier. Tous ont des enjeux de droits de l'homme. Et en fait, le Rana Plaza, qui était un drame, là, l'effondrement, bien sûr. Voilà, bien sûr, a créé la loi du devoir de vigilance en France en 2017. Et en fait, cette loi a quand même poussé les entreprises au moins à comprendre, apprendre et savoir quels sont leurs risques dans leur chaîne de valeur sur ces sujets-là, aller les identifier, faire des audits, mettre en place des plans de rémédiation.
et discloser, donc être transparent dessus. Ça, c'est déjà une première étape. Et il y a des entreprises qui jouent le jeu, qui vont au bout de cette idée d'aller au bout de leur chaîne de valeur pour essayer de comprendre effectivement comment ça se passe et comment on se retrouve nous après avec des produits et des services qu'on consomme chez nous sans savoir forcément quelle a été la genèse au départ. Il y a ce travail-là est fait. Ce travail-là est fait partout et après il y a des entreprises qui font du beau travail pour justement mettre en place des programmes très innovants pour transformer. Donc Schneider, Unilever, L'Oréal sont ceux qui sont les plus avancés sur certains de ces sujets et qui mettent en place des pilotes. Vinci a fait un très beau pilote aussi au Qatar dans la construction avec ses agences d'emploi. Il y a beaucoup de thématiques, on les voit émerger là au Qatar, mais donc des très belles avancées là-dessus. Et toutes sont en train de prendre le sujet, mais plus ou moins rapidement. Et il y en a qui créent de la traction de façon un peu pré-compétitive dans leur secteur et obligent les autres à suivre. Comme pour le climat, il y a des coalitions d'entreprises qui se forment sur ces questions sociales, Marie. Je dis ça en sachant que vous avez participé chez Danone justement à la création d'une grande coalition d'une 40aine d'entreprises, je crois. Voilà, c'est exactement. Business for Inclusive Growth, qui est une coalition de 40 multinationales dont les PDG se sont engagés ensemble à travailler sur ces thématiques de croissance inclusive. Elle a été lancée au moment du G7 en 2019 par ces 40 multinationales avec l'OCDE. Donc pour avancer ensemble, public-privé, sur faire progresser ces sujets-là. Et ça maintient une tension comme les alliances net zéro qu'on peut trouver sur la partie climatique. Voilà. Entre entreprises, ça maintient une tension, ça maintient une... Tout à fait, mais ce qui maintient encore plus une tension, c'est les coalitions d'investisseurs. Ah oui. Et là, pour le coup, comme sur le climat et la biodiversité, il y a des coalitions qui émergent sur les thématiques des droits de l'homme. Et quand les entreprises sont prises entre la pression du régulateur, les ONG, la société civile, et que les investisseurs se mettent aussi à pousser dans le dialogue actionnarial pour mieux comprendre où sont les risques sur toutes ces thématiques et quels sont les plans de progrès mis en place. Là, réellement, pour l'avoir expérimenté, ça accélère le moment où le sujet arrive à l'agenda du board. Bien sûr. Vous disiez, sur le S, les investisseurs ont sans doute un rôle important à jouer. J'entends peut-être même plus que sur la partie environnementale, où là, il y a une pression de l'opinion publique qui s'exerce. Alors attention, il faut faire les bons choix. Il y a parfois des fausses bonnes idées aussi dans le domaine environnemental et climatique, mais tout le monde adhère à l'idée que tiens, il faut changer sa vieille voiture thermique et aller vers quelque chose ou d'électrique, tout électrique, hybride, ou j'en sais rien. Sur la partie sociale, l'opinion publique n'est pas prête à ce point-là à renoncer, je ne sais pas, à la fast fashion par exemple. Alors, il faudra que les investisseurs soient beaucoup plus vigilants peut-être sur cette partie-là. Tout à fait. Mais je pense surtout qu'on est plus avancé sur l'environnement. Donc maintenant, la prise de conscience de la crise climatique, par exemple, est maintenant n'est même plus contestable. Et donc tous les investisseurs ont intégré ces enjeux dans leur politique d'investissement. Et si elles ne le font pas, elles doivent expliquer pourquoi. Donc on est vraiment beaucoup plus avancé et mûr. Sur le social, ça émerge, mais c'est des sujets moins visibles. Donc en effet, la pression à la fois des actionnaires, de la société civile, des ONG, pour que les entreprises progressent dans leurs pratiques sociales va être clé. Mais les consommateurs, quand ils savent, quand ils connaissent, on crée évidemment un attachement beaucoup plus fort à la marque ou à l'entreprise que s'ils découvrent et qu'il y a des sujets d'éthique des affaires qui sont défaillants. Donc c'est pour l'entreprise une source de création de valeur, de richesse, de valeur, bien sûr, pure, de création de valeur et de résilience dans le futur. Merci beaucoup Marie d'être venue nous voir pour évoquer cet aspect social dans l'analyse extra-financière et la recherche d'impact qui est le but de la stratégie d'Atlas Responsible Investor. Vous êtes directrice de l'impact d'Atlas. Marie Demuson qui était avec nous, l'invitée du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir sur Bismart. Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.